Hmm. Le monde est rempli de mystères étranges et non résolus, allant des crimes devenus des affaires non élucidées à des questions sur l'univers auxquelles on n'a pas encore répondu. Les petits comme les grands mystères ont un pouvoir égal de nous dérouter. L'étoile de Tabi est l'un des objets les plus mystérieux que nous ayons observés dans l'univers. Observés par les astronomes depuis plus de 100 ans, les étranges effets lumineux de cette étoile n'ont été remarqués que récemment. Il reste mystérieux, avec des explications allant des nuages de poussière jusqu'à la technologie extraterrestre qui ont été proposées. L'étoile de Tabi se trouve à 1470 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. On ne la voit qu'avec un télescope et à première vue, elle paraît ordinaire parmi les étoiles voisines. Seules des observations approfondies ont permis de remarquer quelque chose de mystérieux. En 2015, des bénévoles d'un projet de science citoyenne examinaient les données du télescope spatial Kepler de la NASA dans le cadre du projet Planet Hunter. L'objectif était de repérer des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. On ne peut pas détecter directement ces planètes, mais leur passage devant leur étoile réduit légèrement la luminosité. Cette baisse de luminosité est détectable et recherchée par les chasseurs de planètes dans les données. L'étoile de Tabi montrait une certaine diminution de luminosité, mais c'était différent de tout ce que le projet avait trouvé jusque-là. La diminution de luminosité était plus irrégulière. Il y avait un affaiblissement progressif de la luminosité de l'étoile, mais aussi de grandes baisses occasionnelles qui revenaient ensuite progressivement à la normale. Les baisses de luminosité étaient telles que, si une planète en était la cause, elle ferait la moitié de la taille de l'étoile. Ces fortes baisses étaient irrégulières et ne suivaient pas les schémas habituels des autres exoplanètes. Les astronomes professionnels ont remarqué cet objet mystérieux, et des études plus approfondies ont commencé. Avant même la collecte de nombreuses données, les spéculations sur la cause de ce mystère avaient déjà commencé. L'une des théories les plus imaginatives a attiré l'attention des médias non scientifiques. Elle suggérait la présence d'une vie extraterrestre plus avancée que celle sur Terre. Une sphère de Dyson est une technologie hypothétique permettant à une civilisation avancée de satisfaire ses besoins énergétiques. Elle est une mégastructure entourant l'étoile pour capter son énergie, utilisable par des formes de vie. Un cran en dessous, il y a l'essaim de Dyson qui prendrait la forme de nombreux satellites voyageant autour de l'étoile sur leurs propres orbites indépendantes, chacun collectant de l'énergie. Un essaim de Dyson réduirait la lumière de l'étoile, mais cela n'explique pas la majorité des données observées. Un essaim de Dyson n'explique pas mieux le phénomène que des objets naturels en orbite autour de l'étoile. Il y a aussi le fait que l'étoile de Tabi est une étoile de type F de la séquence principale, qui a une durée de vie beaucoup plus courte que notre propre Soleil. Il est peu probable qu'une planète orbitant cette étoile abrite une forme de vie suffisamment avancée pour accomplir un tel exploit technologique. En recueillant plus de données, les scientifiques ont fait une découverte intéressante. La lumière de l'étoile de Tabi ne s'est pas affaiblie uniformément. Il y avait moins d'atténuation dans le spectre infrarouge que dans l'ultraviolet. Cela suggère que ce qui cause l'atténuation est très petit, bien plus petit que n'importe quel satellite en orbite. Les scientifiques ont plutôt attribué l'atténuation à un nuage de poussière. Mais cela n'explique pas toutes les données. Cela ne prend pas en compte les fortes baisses brèves de lumière et n'explique pas seule l'origine de la poussière. Une autre théorie plus récente est la possibilité qu'une exolune orpheline soit responsable. Les exolunes restent théoriquement possibles, mais jamais détectées. Si l'une orbitait autour d'une planète détruite près de l'étoile de Tabi, la Lune pourrait continuer à orbiter seule autour de l'étoile. Si l'étoile était assez proche, elle arracherait lentement de la matière à la Lune, laissant derrière elle un nuage de poussière ainsi que des objets plus gros, ce qui pourrait expliquer des épisodes d'atténuation plus marqués. Il est peu probable que des extraterrestres expliquent le mystère de l'étoile de Tabi, mais les scientifiques n'ont pas encore trouvé d'explication satisfaisante. L'étoile pourrait être totalement différente de tout ce que nous connaissons. Le 27 avril 1813, la bataille de York éclata et fit partie de la guerre de 1812. Elle s'est déroulée dans l'actuelle ville de Toronto, au Canada, lorsque les forces américaines ont lancé une attaque amphibie sur la ville et ont décidé de la mettre à sac. Les bâtiments parlementaires et publics furent incendiés et les entrepôts complètement détruits. Cela laissa l'armée britannique sous le choc, alors que York fut occupée et que plusieurs anciennes colonies britanniques furent perdues. Cela ne plut pas aux Britanniques, et en 1814, ils décidèrent de se venger. Mais ils n'attaquèrent pas York comme prévu et choisirent d'attaquer Washington, la capitale des États-Unis.
Les troupes britanniques, dirigées par le major-général Robert Ross et l'amiral George Cockburn, arrivèrent aux abords de la ville le 24 août de cette année-là, où elles furent confrontées à des soldats américains. Une escarmouche éclata, mais les Américains furent vite submergés et contraints de se replier en ville. Les Britanniques ne perdirent pas de temps et avancèrent également dans la ville où ils prirent rapidement le contrôle de la zone, mais ils n'étaient pas satisfaits de simplement occuper la capitale. Ils voulurent en donner une leçon aux Américains en pillant la ville, comme cela avait été fait à York des années plus tôt, avec des conséquences désastreuses. La Maison-Blanche, le Trésor et d'autres bâtiments gouvernementaux furent incendiés, et fait remarquable, aucun soldat britannique ne mourut. Avant que la Maison-Blanche ne soit incendiée, il fut noté que Cockburn était arrivé au bâtiment et qu'il s'était permis de manger une partie du repas qui avait été préparé pour le président James Madison avant que celui-ci ne doive fuir. Il se rendit ensuite au bureau du National Intelligencer avec un objectif précis. Le rédacteur en chef du journal avait publié quelques remarques désobligeantes sur Cockburn et il décida de retirer toutes les lettres C de la presse afin que son nom ne puisse plus être écrit ni publié. Il retourna ensuite à sa caserne où il décida qu'un seul soldat devait monter la garde, car il pensait que les Américains avaient été bel et bien écrasés. Le pillage reprit le lendemain, mais il commença de façon désastreuse. À Fort McNair, 12 soldats ont accidentellement allumé de la poudre à canon trop tôt et ont perdu la vie dans une explosion. Pourtant, une grande partie de Washington brûlait encore et de nombreux bâtiments et monuments risquaient d'être détruits. Mais ensuite, par un étonnant concours de circonstances, le temps a commencé à changer et cela s'est produit rapidement. Une tornade a frappé la région, arrachant les toits des maisons, déracinant des arbres et déversant une pluie torrentielle sur la capitale. Les incendies allumés par les Britanniques furent éteints, et selon les témoignages, le jour devint crépusculaire. Des vents violents et des éclairs ont encore aggravé la situation pendant près de 2 heures complètes, laissant de nombreuses personnes démunies. La conséquence de la situation fut que de nombreux bâtiments que l'on croyait détruits avaient en réalité été sauvés, ce que les gens qualifièrent de véritables miracles. Certains pensaient que ce n'était qu'un simple coup de chance dû à une improbable coïncidence. Mais quoi qu'il en soit, les dégâts causés à la ville avaient été limités, et les Britanniques décidèrent de se retirer seulement 26 heures après leur arrivée. En juillet 2023, Jared Shadid a pris possession d'un Airbnb à Seattle. Le même jour, il a été vu quittant la propriété, laissant derrière lui toutes ses affaires. Ses proches ne l'ont pas revu et n'ont plus eu de ses nouvelles depuis. Jared, avocat en immigration originaire du Queens à New York, était très reconnu. Il avait un doctorat en droit de l'université Duke et avait fait un stage chez Common Cause et à l'Hudson Institute à Washington, D.C. Il tenait à aider les moins privilégiés. D'après ses amis, il était gentil et intelligent. Jared vivait à Baltimore et travaillait dans un cabinet d'avocats appelé Grossman, Young & Hammond, situé à Washington, D.C. Pendant son temps libre, il assistait à des concerts et écrivait à leur sujet sur son blog. Intéressé par l'écriture, il rédigeait un livre selon ses amis. Selon ses amis, il semblait que Jared vivait le rêve américain. Mais quelque chose a changé durant l'été 2023. Il a soudainement quitté son travail et entamé un road trip sur la côte Pacifique. Jared était déjà parti en road trip, mais cette fois, il n'a informé ni sa famille ni ses amis de sa destination. Beaucoup de ses amis n'avaient plus eu de nouvelles de lui depuis décembre 2022, et la première fois que sa famille a entendu parler de ce voyage, c'est lorsqu'il a été signalé comme personne disparue. Le 30 juillet, Jared s'est installé dans un Airbnb à Seattle. Une caméra de sonnette l'a filmé entrant avec ses affaires, dont son ordinateur portable. Peu après, Jared a quitté la maison. Il a laissé tous ses appareils électroniques, dont son téléphone, ce qui a compliqué le suivi de ses déplacements ensuite. La police a prévenu la famille de Jared lorsqu'il n'a pas libéré le logement. Personne n'avait la moindre idée d'où il aurait pu aller et il n'y avait aucun moyen de le contacter. En utilisant son compte Airbnb, ils ont pu retracer ses déplacements avant son séjour à Seattle. Il s'était arrêté à Forks, Washington, et à Los Angeles, Californie. Seattle n'était que sa dernière étape et il ne semble pas y avoir eu de réservation après ce moment-là. La voiture de Jared avait disparu mais a vite été retrouvée. Le 17 août, la police a localisé le véhicule dans un quartier résidentiel d'Atwater Village à Los Angeles. Selon un procès-verbal de stationnement, il était là depuis le 4, avant même que la police ne contacte la famille de Jared. La seule connexion que Jared avait avec Los Angeles était une amie d'université, mais elle n'avait pas été en contact avec lui au moment de sa disparition. Selon un ami qui a publié en ligne, on l'a vu quitter un garage à Seattle.
Une caméra de circulation l'a pris en photo à 32 km au sud de l'Airbnb, puis il a été aperçu dans un Dunkin' Donuts, près de l'endroit où sa voiture a été retrouvée. La famille de Jared a lancé plusieurs appels à témoins et a récolté des fonds pour engager un détective privé afin de tenter de retrouver leurs proches disparus. Malheureusement, après quelques articles initiaux sur sa disparition, très peu de médias ont couvert son affaire. Un ami de Jared a continué à partager des informations sur l'enquête sur WebSleuth. Elle a appris que Jared avait été arrêté plusieurs fois dans l'État de Washington après sa disparition, souvent pour intrusion ou vol de nourriture. Une personne correspondant à sa description a aussi été vue sans abri dans la région. Sa famille a tenté de joindre les avocats commis d'office dans l'affaire de Jared pour lui obtenir l'aide nécessaire. Malheureusement, après chaque arrestation, il a simplement été relâché dans la rue et a de nouveau disparu. Donc, les recherches continuent. Jared est décrit comme mesurant 1,70 m et pesant 68 kg au moment de sa disparition. Il est d'origine afro-américaine et libanaise et a plusieurs tatouages, dont un dragon sur le mollet droit, une rangée et une colonne sur son bras et un portrait de sa mère sur son épaule. Toute personne ayant des informations peut contacter le service de police de Seattle au 206 625 5011. Le London Daily Telegraph, connu aujourd'hui sous le nom plus court de Daily Telegraph, publie des mots croisés dans chaque édition depuis 1929. Considérés comme un simple divertissement, les mots croisés de ce journal ont pourtant été examinés 2 fois par le gouvernement, par crainte d'une atteinte à la sécurité nationale. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Télégraphe a publié un mot croisé dans lequel l'une des définitions était « port français » et la bonne réponse était Dieppe. Et il a été remarqué que c'était précisément là qu'une invasion devait avoir lieu le lendemain. Le MI5, l'agence britannique de contre-espionnage, a décidé d'enquêter au cas où quelqu'un du journal aurait été compromis, mais il a finalement été déterminé qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence et qu'aucun mal n'avait été fait. 2 ans après, une des dates majeures de la Seconde Guerre mondiale allait arriver. La planification de l'invasion du jour J avançait et le 2 juin, le Télégraphe publiait une nouvelle grille de mots croisés. Un officier du renseignement britannique tomba sur un exemplaire et décida d'essayer de résoudre la grille. À sa grande surprise, il se rendit compte que la réponse à la dixette verticale était Utah, et cela l'inquiéta immédiatement. L'invasion était prévue dans 2 mois, et la plage à conquérir par la 4e division d'infanterie américaine portait le nom de Code Utah. Mais il supposa que cela devait être une coïncidence. Il inscrivit la réponse et continua la grille, mais il ne pouvait se défaire de l'impression que la réponse avait été incluse dans le journal pour une raison précise, comme transmettre des informations à l'armée allemande. Il décida d'examiner les mots croisés qui avaient été publiés les jours et semaines précédents, et il fut consterné de trouver les réponses Juno, Gold et Sword. Ces mots étaient des codes désignant des plages à envahir par les alliés américains. Dans les semaines précédant l'invasion, les mots croisés suscitèrent une nouvelle agitation. Le 22 mai, il contenait l'indice « Indien rouge sur le Missouri » et la réponse était « Omaha ». Une semaine plus tard, l'indice était « Gros bonnet » et la réponse « Overlord ». Les 30 mai et 1er juin respectivement, les indices étaient « Le buisson est au centre des révolutions de la crèche » et « Britannia et lui tiennent la même chose », auxquels les réponses étaient « Mulberry » et « Neptune ». Tous ces mots étaient des codes pour certains aspects de l'invasion. Cette fois, les autorités étaient sûres qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Ils pensaient que quelqu'un avait tenté d'avertir le gouvernement allemand de l'invasion et relayer des informations secrètes vitales à travers les mots croisés des journaux depuis des semaines. Le MI5 a retiré de la circulation chaque exemplaire du Télégraphe du 1er juin et a décidé de parler à Leonard Dow, le créateur des mots croisés et directeur de la Strand School à Eppingham dans le Surrey. Dow compilait les mots croisés depuis 25 ans après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a été arrêté devant ses élèves et le personnel, puis forcé de monter dans un véhicule qui l'attendait. Sa maison et son bureau ont été fouillés et il a été interrogé plusieurs jours. Dow a déclaré plus tard qu'il était certain qu'il allait perdre la vie car ses interrogateurs étaient extrêmement agressifs et l'accusaient constamment d'être un traître. Il a insisté sur le fait qu'il ne savait rien de l'invasion du jour J et il a finalement été libéré après le succès de l'invasion. Il a été déterminé que la corrélation entre les réponses et l'invasion n'était qu'une simple coïncidence et que Dow n'avait vraiment aucune idée qu'il publiait par inadvertance des mots de code militaire secret.
Quelque part au fond de la mer, au large de la côte sud de l'Angleterre, repose un navire du XVIIe siècle qui a été surnommé l'Eldorado de la mer. Il n'y avait rien de vraiment mystérieux concernant son naufrage, mais le trésor qu'il transportait à bord en fait l'une des épaves les plus recherchées de l'océan. Le Merchant Royal était un galion de 48 mètres de long, appartenant et exploité par John Lindberry. On sait peu de choses sur Lindberry, à part le fait qu'il était le propriétaire du navire. Pendant 2 ans, entre 1637 et 1640, le navire a navigué entre l'Angleterre et les colonies espagnoles des Indes occidentales. C'était une période rare de paix entre l'Espagne et l'Angleterre, et les colonies espagnoles regorgeaient d'or et d'argent, dont des marins comme Lindberry voulaient profiter. Il acheminait marchandises et munitions aux colonies espagnoles, puis rapportait en Angleterre des pièces d'or et des bijoux. En 1640, le Merchant Royal rentrait d'un voyage commercial quand l'équipage remarqua une fuite. Ils s'arrêtèrent à Cadix, en Espagne, pour une réparation approfondie de la coque et ne reprirent la mer que l'été suivant. Peu de temps avant que le navire ne soit censé reprendre la mer, un autre navire à Cadix prit feu. Ce navire devait transporter de l'or et de l'argent vers les Flandres, où les soldats espagnols combattaient les rebelles hollandais et les envahisseurs français pendant la guerre de 80 ans et la guerre franco-espagnole. Ce trésor était destiné à payer ces soldats. Lindberry a profité de la situation en proposant de transporter le trésor à bord du Merchant Royal. Le navire a pris la mer aux côtés de son jumeau, le Dover Merchant. Lors de la dernière semaine de août 1641, malheureusement, la fuite dans la coque est réapparue. Cela n'aurait pas posé de problème, le navire ayant des pompes prévues à cet effet. Alors que le Merchant Royal longeait la côte anglaise, il a été frappé par une violente tempête. Les pompes se sont arrêtées et le navire a pris davantage d'eau. Selon certaines sources, Lindberry était d'abord réticent à quitter son navire et le trésor qu'il contenait. Il aurait dit avoir travaillé dur pour amasser cette fortune et ne pas vouloir la gaspiller. Mais à mesure que la situation empirait, il devint évident que sauver le trésor était impossible. Il tira avec un canon du Merchant Royal, attirant l'attention du Dover Merchant. Le navire jumeau est venu secourir les marins échoués, tandis que le Merchant Royal et son trésor sombraient au fond de l'océan. Depuis lors, les chasseurs de trésors tentent de localiser l'épave du navire coulé. Les estimations de la valeur du trésor à bord varient énormément. Cela pourrait être aussi peu que 250 millions ou autant que 21 milliards. Une partie de la confusion provient d'une note écrite par le roi Charles Ier. La note indique que la perte du Merchant Royal fut la plus grande jamais subie sur un seul navire, car il transportait une cargaison valant au moins 400 000 livres. Dans une brochure trouvée à la British Library, la perte est décrite comme étant de 300 000 en lingots, 100 000 livres en or et autant en valeur de bijoux. La formulation ne précise pas si les livres sont utilisés comme unité de poids ou de monnaie, ce qui fait une grande différence. Quelle que soit la valeur exacte des métaux précieux et de l'or, cela continue d'attirer les chasseurs de trésors. En 2007, on a supposé que des plongeurs américains du projet Black Swan avaient retrouvé l'épave, mais cela a été confirmé comme étant faux. En 2019, des pêcheurs de Cornouailles ont trouvé une ancre ressemblant à celle du Merchant Royal, mais il n'a jamais été confirmé qu'elle venait de ce navire. Pour l'instant, le navire n'a toujours pas été retrouvé. Wade McCluskey Jr. est né à Buffalo, dans l'État de New York, en 1902. 25 ans plus tard, il est diplômé de l'Académie navale des États-Unis et en seulement 3 ans, il gravit les échelons pour devenir navigateur. Pendant son service militaire, il a effectué plusieurs affectations, bien qu'il ait également servi dans plusieurs installations à terre. En avril 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu commandant de l'escadron de chasse 6 et finalement commandant du groupe aérien de l'Enterprise. À cette époque, l'attaque de Pearl Harbor avait assuré l'entrée de l'armée américaine dans la guerre. Et en juin 1942, McCluskey et 32 bombardiers en piqué ont reçu une mission très précise et dangereuse. On leur a ordonné de survoler l'océan Pacifique à la recherche des porte-avions de la flotte Kido Butai, qui appartenait à la marine impériale japonaise, et de les détruire si possible. Des coordonnées précises ont été données pour localiser la flotte, et le groupe est parti en mission. Mais ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient perdus, la flotte ayant changé de position ou les informations étaient erronées. McCluskey remarqua qu'un destroyer japonais naviguait vers le nord-est et il supposa qu'il prévoyait de rejoindre les porte-avions. Il décida donc de le suivre. Ce n'était pas une décision qu'il a prise à la légère,
puisqu'ils désobéissaient aux ordres, et le groupe d'avions commençait à manquer de carburant à cause du détour qu'ils avaient fini par faire. Il décida également de ne pas contacter qui que ce soit par radio, car il pensait que sa communication serait interceptée. Il a découvert plus tard que demander de nouvelles instructions par radio n'aurait servi à rien, car personne sur son porte-avions n'avait été informé du déplacement de la flotte japonaise. McCluskey et ses hommes ont volé vers le sud-ouest dans l'espoir de trouver la flotte qu'ils cherchaient et ont survolé les coordonnées initiales qui leur avaient été fournies. Il déclarera plus tard qu'il sentait la présence du Kido Butai, car il pensait que l'attaque précédente contre celui-ci avait ralenti sa progression et qu'il avait été forcé de changer de cap. Il supposa à juste titre que la flotte avait viré au nord-est pour contre-attaquer les navires de surface américains et pris cette direction. Puis vint le moment le plus improbable de cette histoire. McCluskey et ses camarades pilotes aperçurent le Kido Butai et ils se préparèrent à un échange de tirs. 3 porte-avions, le Kaga, l'Aji et le Soryu, apparurent à leur vue. Et de façon incroyable, au moment même où ils se préparaient à attaquer, les 3 porte-avions devaient recharger leurs armes, offrant à McCluskey et à ses hommes l'occasion parfaite de frapper. Une escadrille du USS Yorktown arriva au moment idéal et les 3 porte-avions furent attaqués avec précision. L'Akagi et le Kaga furent tous deux abandonnés et le Soryu fut coulé. L'ensemble de l'attaque n'a duré que quelques minutes et la marine japonaise avait perdu 3 de ses porte-avions les plus précieux grâce à une série de coïncidences improbables. McCluskey a affirmé que leurs actions n'étaient pas exceptionnelles car ils avaient simplement utilisé leur entraînement et leur intuition pour réussir la mission. Mais il est certain que la coïncidence a joué un rôle dans l'incident. L'un des mystères les plus étranges de ces dernières années a eu lieu dans un petit village de pêcheurs sur la côte caraïbe du Venezuela. Pour certains villageois, cela semblait être une intervention divine. D'autres soupçonnaient un complot. La vérité reste inexpliquée. Selon les reportages, l'histoire du mystérieux Or de Guac a commencé avec un pêcheur nommé Yelman Lerez. Lerez vivait dans le village de Guaca, un petit village de pêcheurs situé sur la côte nord du Venezuela. Au moment de la découverte, en décembre 2020, le village était en difficulté. La situation économique au Venezuela les avait durement touchés et beaucoup de personnes dans la communauté avaient du mal à se procurer de la nourriture pour elles-mêmes et leurs familles. Le village fournissait traditionnellement une grande partie de l'Afrique du Sud en sardines et possédait aussi des installations gouvernementales de mise en conserve de thon. Ces installations avaient fermé et la hausse du prix du carburant rendait difficile la sortie en mer pour pêcher. Cela rendait la découverte d'or encore plus incroyable. Lerez marchait sur la plage tôt le matin quand il a vu quelque chose briller dans le sable. Il s'est arrêté et a découvert un médaillon en or avec l'image de la Vierge Marie. Lerez a rapporté le médaillon chez lui et a partagé sa découverte avec sa famille. Peu après, le village entier apprit l'existence de ce mystérieux objet en or. Ils se sont dirigés vers la plage pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose eux-mêmes. Ils ont vite appris que le médaillon de Lerez n'était pas la seule chose à découvrir. Au cours des jours suivants, les villageois ont fouillé le sable à la recherche d'autres bijoux. Selon le New York Times, certains ont dormi sur la plage pour protéger le coin de sable qu'ils avaient revendiqué comme terrain de recherche. Presque tous les villageois sont repartis avec au moins un objet en or. La plupart ont trouvé de petites bagues, d'autres des boucles d'oreilles, médaillons et chaînes en or. Les spéculations sur l'origine mystérieuse de l'or ont commencé immédiatement. Certains ont pensé qu'il venait d'un navire coulé chargé de trésors, ayant patrouillé dans les Caraïbes il y a des siècles. Il y avait assez d'histoires de pirates pour suggérer que l'un de ces navires en était peut-être la source. Si une tempête ou une vague scélérate avait délogé un coffre au trésor, cela pourrait expliquer pourquoi il ne faisait surface que maintenant. Certains restaient sceptiques sur la provenance. Il a été suggéré que le gouvernement vénézuélien aurait laissé les objets sur la plage pour tenter de mettre fin aux manifestations de l'époque. Certains y voyaient simplement un don divin, d'autant plus que cela coïncidait avec le retour des sardines dans les eaux locales après une absence de 4 mois. La majorité des villageois ne se préoccupaient pas de l'origine de l'or. Les objets étaient vite vendus dans les villes voisines, certains valant jusqu'à 1500 $. Les habitants de Guaca utilisaient cet argent pour la nourriture, le carburant et des réparations nécessaires. Comme la plupart des objets étaient rapidement vendus, il y avait peu de possibilités de faire des analyses. Le New York Times a fait analyser une chaîne et un maillon d'or découverts.
Les résultats ont montré que l'objet avait probablement été fabriqué en Europe au milieu du XXe siècle, ce qui excluait les histoires de trésors de pirates des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est possible qu'un envoi plus récent de bijoux tombés par-dessus bord puisse expliquer la découverte. Mais aucun incident de ce type n'a été relié à l'or de Guaca, et personne ne s'est manifesté pour réclamer les objets. Le film Forces of Nature est sorti en 1999 et réunit deux des plus grandes stars d'Hollywood, Sandra Bullock et Ben Affleck. L'intrigue du film suit le personnage d'Affleck, Ben, qui rédige des textes de quatrième de couverture pour des livres reliés. Et le film commence alors qu'il se rend à Savannah, en Géorgie, depuis New York, car il est sur le point de s'y marier. Il a une légère peur de l'avion et se sent mal à l'aise lorsqu'il se retrouve assis à côté du personnage de Bullock, Sarah. Sa personnalité diffère beaucoup de la sienne, car c'est un esprit libre qui engage aussitôt la conversation avec lui. Il parvient à supporter la conversation jusqu'à ce que l'avion soit enfin prêt à décoller. Mais alors, ses pires craintes se réalisent. Au décollage, un oiseau entre dans un moteur de l'avion qui dérape hors piste et provoque la panique à bord. Tout le monde sort sain et sauf de l'avion, mais Ben et Sarah sont tous les deux trop terrifiés pour prendre un autre vol, et ils décident de partager un taxi avec un homme nommé Vic, qui a lui aussi échappé de justesse à la tragédie. Le temps presse, car Ben doit arriver à New York à temps pour son mariage. Comme souvent dans ce type de film, à chaque tournant surgit un nouvel obstacle, et le destin s'acharne contre lui. Le trio est arrêté après que Vic consomme une substance illégale dans le taxi. Ben et Sarah sont relâchés et choisissent de prendre le train au lieu d'un taxi. Malheureusement, après avoir partagé un moment émouvant, ils découvrent que le train se dirige en fait vers Chicago. Ils descendent alors du train et commencent à se rapprocher en partageant ses doutes sur le mariage. Sarah découvre alors que son ex-mari essaie de saboter la vente de leur boutique de bagels à Savannah. Elle demande à Ben de faire semblant d'être son mari une fois arrivé là-bas. Et il accepte, puisque le produit de la vente de sa part du magasin serait donné à son fils, dont elle était séparée. Au fil du voyage, les deux se sentent de plus en plus attirés l'un par l'autre. Quand ils croisent le témoin de Ben et la demoiselle d'honneur de sa fiancée, on soupçonne une liaison. L'attirance ne fait que grandir et à un moment donné, Ben déclare qu'il est prêt à annuler son mariage. Mais lorsque le jour arrive, il change d'avis et épouse sa fiancée. Sarah décide de partir discrètement et finit par retrouver son fils. C'est un film prévisible qui n'a pas su convaincre au box-office, mais il est remarquable pour une raison liée à une étonnante coïncidence. En décembre 2000, un peu plus d'un an après la sortie de Forces of Nature, Bullock s'est rendu à l'aéroport de Jackson Hole dans le Wyoming pour passer Noël avec son petit ami Bob Schneider. Elle voyageait à bord d'un jet d'affaires, un Hawker bimoteur, lorsque, à l'approche de la piste, le pilote a commis une erreur à cause de conditions dangereuses et a confondu les lumières au sol avec les lumières de la piste. L'avion s'est retrouvé mal aligné avec la piste et dès qu'il a touché le sol, il a dérapé hors du tarmac, exactement comme dans le film. Personne n'a été blessé lors de l'incident, mais les médias ont rapidement souligné l'improbabilité que cela arrive aux acteurs dans le film, puis à nouveau dans la vraie vie. Selon les scientifiques, nous en savons plus sur la surface de Mars que sur le fond du plus grand système de lacs d'eau douce de la Terre, les Grands Lacs. En essayant de changer cela lors d'un projet de cartographie en 2022, les scientifiques sont tombés sur quelque chose de mystérieux et d'inattendu. Les scientifiques œuvraient dans une zone du lac Michigan protégée au niveau fédéral, réputée pour ses nombreuses épaves. Le projet visait à cartographier ces épaves pour fournir des données utiles à une meilleure gestion de la zone. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose de totalement inédit dans le lac Michigan. C'était une série de grandes dépressions rondes au fond du lac s'étendant sur des kilomètres. Les dépressions ne semblaient pas être d'origine humaine, sans permettre d'en identifier la nature. Les scientifiques ont obtenu plus d'informations sur les dépressions grâce à d'autres explorations, mais ignorent encore leur cause exacte. Près de 40 dépressions ont été identifiées dans la région, mais les scientifiques estiment qu'il en existe probablement d'autres non cartographiées. Elles allaient de 300 à 600 pieds de diamètre et s'étendaient en ligne à partir d'un point situé à environ 14 miles au sud-est de Sheboygan, Wisconsin, vers le sud en direction de Port Washington. On pense que ces trous ne sont pas nouveaux, mais il est intéressant que les chasseurs d'épaves de la région les aient signalés en même temps que les scientifiques. Il existe quelques théories sur ce que pourraient être ces dépressions, la plus courante étant celle des dolines. Des dolines ont été découvertes dans le lac Huron voisin en 2001
et ressemblent aux formations trouvées dans le lac Michigan. Elles se forment comme les dolines sur terre ferme. L'eau souterraine érode progressivement le substrat calcaire en se déplaçant dans la région. Cela forme des cavernes et des grottes souterraines qui, avec le temps, deviennent de plus en plus grandes. La roche entre ces cavernes et le fond du lac devient si fine qu'elle cède sous le poids, provoquant l'effondrement du plafond. Dans le lac Huron, des scientifiques ont découvert l'infiltration de sel et de soufre par les eaux souterraines. Ce n'est pas suffisant pour avoir un impact significatif sur l'ensemble du lac, mais cela contribue à rendre l'environnement à l'intérieur des dolines encore plus extrême. À ce jour, les scientifiques n'ont pas trouvé de preuve que l'eau souterraine pénètre dans le lac Michigan via ces dolines, mais cela reste à confirmer. D'autres hypothèses existent sur la nature de ces dépressions. Cicatrices laissées par les glaciers de la dernière ère glaciaire, cratères formés par la remontée d'eau souterraine ou dégazage d'hydrocarbures de piégés. Pendant que les scientifiques tentent de percer le mystère géologique de ces dépressions, il y a aussi le mystère de la vie qui pourrait s'y cacher. Les dépressions, trop profondes, ne reçoivent pas la lumière du soleil et restent très froides. Mais les scientifiques ont déjà découvert des crevettes opossums d'eau douce, de petits poissons et une espèce envahissante de moules vivant dans l'obscurité là-bas. Dans les dolines du lac Huron, deux types différents de bactéries ont formé une relation symbiotique unique entre elles. Aucune preuve n'a été trouvée dans le lac Michigan, mais les scientifiques prévoient d'y découvrir une vie microbienne intéressante. Des recherches sur la vie ici pourraient éclairer la vie primitive dans les océans terrestres il y a des milliards d'années. Comme mentionné précédemment, les chances d'être frappé par la foudre ou de gagner à la loterie sont extrêmement faibles. Mais imaginez que ces deux événements surviennent à une même personne durant sa vie. L'homme en question s'appelle Peter McCarthy. Originaire de Nouvelle-Écosse au Canada, il possède un magasin. Son histoire de chance et de malchance a débuté bien avant l'âge adulte, lorsqu'il était sur un bateau. Il a raconté aux médias qu'à 14 ans, lors d'une excursion en bateau avec sa famille, il ne s'attendait pas à une tournure aussi improbable et effrayante. Il a dit qu'ils avaient mené le bateau en eau peu profonde et qu'on lui avait demandé de vérifier qu'il était correctement amarré avant de partir. C'était une journée parfaite pour faire du bateau, car le soleil brillait et il avait remarqué pendant l'excursion qu'il n'y avait qu'un seul nuage blanc dans le ciel. Mais la chose suivante dont il se souvient, c'est qu'il s'est réveillé au bord du bateau et sa famille lui a expliqué qu'un éclair avait traversé les branches d'un arbre voisin avant qu'il ne soit frappé. Il a été transporté à l'hôpital, soigné et a finalement totalement récupéré. Il pensait avoir survécu à l'un des événements les plus improbables qu'il connaîtrait jamais dans sa vie. Mais des années plus tard, à l'âge adulte, il allait de nouveau déjouer toutes les probabilités. Et cette fois, cela a changé sa vie pour toujours. En juillet 2015, lui et l'une de ses collègues, une femme nommée Diane Miller, ont décidé d'acheter ensemble un billet de loterie 649. Ironiquement, il a acheté le billet dans son propre magasin et il savait que s'il gagnait, il recevrait 10 000 $ supplémentaires en tant que prime de détaillant. Cet achat de billets de loterie n'était pas différent. Avec Diane, ils tentaient leur chance depuis plus d'1 an sans jamais vraiment s'attendre à gagner gros. Mais il s'est avéré qu'ils s'étaient trompés. Le matin suivant le tirage, ils se sont rendus compte qu'ils avaient décroché le gros lot et ont reçu un prix d'1 million de dollars au bureau de la loterie de l'Atlantique à Moncton. À l'époque, les chances de gagner à la loterie étaient d'1 sur 14 millions et les deux n'en revenaient pas de sa chance. Mais ce n'était pas la fin de cette histoire. Incroyablement, la fille de Peter a elle aussi été frappée par la foudre dans sa vie, un scénario presque trop incroyable pour être vrai. Les chances d'être frappé par la foudre, puis de gagner à la loterie, et qu'ensuite un membre de votre famille soit également frappé par la foudre, ont été calculées à environ 1 sur 2600 milliards, ce qui prouve à quel point les chances de Peter étaient infimes. Diana a déclaré qu'elle utiliserait sa part des gains pour faire un voyage à Cancun, au Mexique, et Peter a indiqué que lui et sa femme étaient mariés depuis plus de 30 ans. Alors il pensait que ce serait une bonne idée de l'emmener en seconde lune de miel. Peter a aussi gagné 10 000 $ comme propriétaire de magasin et compte utiliser le reste de l'argent après son voyage avec sa femme. Il a vu dans ce gain la confirmation que tout est possible dans la vie, peu importe à quel point cela peut sembler improbable. La civilisation Olmec est peut-être l'une des civilisations anciennes les plus importantes à avoir jamais existé.
Certains historiens de l'Antiquité pensent qu'elle a pu servir de culture mère aux civilisations ultérieures qui se sont installées en Mésoamérique. Mais on sait très peu de choses sur les Olmèques eux-mêmes aujourd'hui. Le mystère s'explique en partie par l'absence apparente d'un système d'écriture. Le premier système d'écriture confirmé de Mésoamérique était l'écriture zapotèque, datant d'entre 500 et 600 avant JC. Cela se situait vers la fin de l'influence maximale des Olmèques, alors que les zapotèques devenaient plus importants à mesure que les Olmèques déclinaient. Sans aucune écriture laissée par les Olmèques, il est difficile de comprendre leur culture, leurs coutumes et leur histoire au-delà de l'influence qu'ils ont eue sur les civilisations futures. Dans les années 1990, des fouilles dans l'ancien cœur du territoire olmèque ont suggéré qu'ils auraient laissé une forme d'écriture. Le premier de ces objets à être mentionné dans la littérature académique a été découvert en 1997 ou 1998. Les fouilles à San Andrés ont permis de découvrir un objet unique. Il s'agissait d'un seau cylindrique d'environ la taille d'un poing. Des symboles avaient été soigneusement gravés sur le seau, et les archéologues ont supposé qu'il servait à imprimer sur du tissu. En le passant dans l'encre puis sur du papier, il montrait un oiseau avec un entonnoir sortant de la bouche. L'entonnoir ressemble presque aux bulles de dialogue modernes, car il mène à une série de symboles. Les archéologues pensent que les symboles pourraient se traduire par 3 ajas, une date du calendrier sacré de 260 jours et peut-être le nom d'un souverain. Le cylindre date d'environ 650 avant Jésus-Christ, soit quelques décennies avant les premières écritures zapotèques. La découverte n'était pas un système d'écriture complet, mais laissait entrevoir des symboles qui auraient été porteurs de sens à l'époque des Olmèques. Quelques années après la découverte du sceau de San Andrés, un autre artefact encore plus ancien a été trouvé. Cette découverte n'a pas été faite lors de fouilles archéologiques, mais lors de travaux de construction d'une route. Les ouvriers ont découvert un bloc de serpentine. Une face, polie et lisse, était légèrement concave. Sur ce côté lisse, des symboles avaient été gravés à la surface. 62 symboles ont été identifiés sur la roche, appelée bloc de Cascajal, du nom du village où elle fut découverte. Certains symboles étaient répétés et il y avait 30 caractères uniques. Cela allait de représentations très claires de choses observées dans le monde réel, comme des insectes, des poissons et du maïs, à des signes plus abstraits. Ce système d'écriture n'était pas organisé en colonnes, contrairement aux autres systèmes d'écriture mésoaméricains. Les symboles étaient regroupés en petits groupes et semblaient se lire horizontalement. On ne sait pas comment ces groupes sont liés les uns aux autres, si tant est qu'ils le soient. Il a été difficile de dater l'artefact. Les archéologues ont utilisé des tessons de poterie trouvés dans les mêmes décombres pour estimer une date autour de 900 avant JC. Certains ont contesté cela, car le bloc a été trouvé dans des gravats déplacés par un bulldozer, et non lors de fouilles archéologiques, rendant difficile de savoir comment il était lié aux autres décombres. Des géologues ont examiné le bloc et identifié des traces d'altération dans les inscriptions. L'écriture est ancienne bien que sa date exacte soit inconnue. Les symboles du bloc de Cascajal diffèrent de tous ceux des systèmes d'écriture mésoaméricains ultérieurs. Sans rien à quoi le comparer, il est impossible pour les historiens modernes de déterminer exactement ce qu'il dit. Le fait qu'un seul artefact ait été découvert rend également impossible de dire s'il s'agit d'une véritable écriture ou de quelque chose de beaucoup plus simple. La découverte d'artefacts lors de futures fouilles pourrait un jour résoudre le mystère de l'écriture olmèque. Les chances de gagner à une grande loterie partout dans le monde sont très faibles et la plupart d'entre nous n'auront jamais la joie de remporter une somme qui change la vie. Selon les dernières statistiques, les chances de gagner à la loterie Powerball aux États-Unis sont d'environ 1 sur 292 millions. Les chances de gagner à la loterie Mega Millions sont d'1 sur 302 millions. En considérant qu'il y a une chance sur 1 200 000 d'être frappé par la foudre au cours de sa vie, cela montre à quel point il est improbable de gagner à la loterie. Mais un couple a défié toutes ces probabilités en décembre 25. Cette affaire étrange a commencé en 2018 lorsque les époux Richard Davies et Faye Stevenson Davies ont décidé de jouer à la loterie Euro Millions Millionaire Maker. Et comme la plupart d'entre nous, lorsqu'on joue à la loterie, ils ne s'attendaient jamais à repartir avec un quelconque jackpot. Mais le destin était de leur côté et on leur a annoncé qu'ils avaient gagné la somme incroyable de 1 300 000 $. Leur vie avait changé en mieux, mais ils espéraient pouvoir répéter ce gain improbable et ont continué à acheter plus de billets de loterie.
Faye, une praticienne en santé mentale, dira plus tard aux médias qu'elle et Richard savaient que les chances de gagner 2 fois étaient infiniment faibles. Ils savaient que sans participer à la loterie, ils ne pourraient jamais redevenir gagnants. Si leur première victoire était automatique, la seconde fut plus complexe. Ils ont trouvé 2 numéros tirés, ce qui leur a permis de participer au tirage au sort du prochain tirage. Richard, un ancien coiffeur qui travaillait maintenant comme coursier, a déclaré qu'ils attendaient le prochain tirage avec impatience. Ils ont encore trouvé 2 numéros et étaient placés au tirage au sort. Et cela se produirait au total 4 fois avant que l'impensable ne se produise. Lors du 4e tirage, tous leurs numéros sont sortis et ils sont repartis avec encore 1,3 million de dollars. Les chances que cela arrive sont bien plus faibles que pour un tirage de loterie normal. Et il a été révélé qu'ils ont défié des probabilités de 24 000 milliards contre 1. Lorsqu'on leur a demandé comment ils avaient pu gagner 2 fois de façon aussi incroyable, Richard a déclaré qu'ils attribuaient leur bonne fortune à leurs pensées positives. Il a ajouté qu'ils avaient toujours cru qu'il y avait une chance de gagner à chaque fois et que leur persévérance avait fini par payer. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un gagne 2 fois à la loterie. Un homme nommé Paul Cochrane a déjà gagné 2 fois à la loterie Powerball en une seule nuit, et un joueur du Colorado a remporté la même loterie 2 fois en 3 mois. Dans les 2 cas, les joueurs sont repartis avec un total de 2 millions de dollars. Le 6 décembre 1973, 2 hommes masqués ont volé environ 7 300 $ à bord d'un train traversant la forêt tropicale du nord du Queensland, en Australie. Le vol a fait la une des journaux à Cairns, et une enquête a été immédiatement lancée, mais aucune trace des hommes n'a jamais été retrouvée. Plus de 50 ans plus tard, le crime reste non résolu. L'autorail de la classe 1800 a quitté la gare de Cairns vers 9h40 du matin. Il était à destination de Kuranda, un petit village dans la forêt tropicale qui commençait à se promouvoir comme destination touristique. Il y avait entre 15 et 20 passagers à bord. Personne ne savait qu'il y avait aussi de l'argent liquide transporté. Toutes les 2 semaines, le chemin de fer de Kuranda livrait les payes directement aux ouvriers d'entretien le long de la ligne. La caisse de paie était enchaînée à une poignée de frein dans la cabine du chef de train à l'arrière. La première partie du trajet s'est déroulée sans problème, mais lorsque le train est arrivé au tunnel numéro 6, le chef de train a remarqué quelque chose d'anormal. Un gros rocher avait été placé sur les rails. Le train s'est arrêté et le chef de train a tenté de déplacer le rocher. 2 hommes sont aussitôt sortis des buissons autour de la voie ferrée. Ils ont attaché des chaînes aux roues à l'avant et à l'arrière du train, rendant impossible tout déplacement du véhicule. Les hommes brandissèrent des armes et ont menacé les passagers ainsi que l'équipage après être montés à bord. Au début, les passagers pensaient que le vol était une mise en scène ou une plaisanterie, mais ils ont vite compris la gravité de la situation lorsqu'une balle a été tirée dans un compartiment à bagages. L'équipage à bord a essayé de donner aux voleurs une caisse de paie factice, mais les criminels l'ont ouverte sur place et se sont rendus compte qu'elle était fausse. Ils ont reçu la vraie caisse de paie et se sont enfuis. Aucun blessé lors du crime, mais de nombreux passagers étaient secoués. Les chaînes n'avaient même pas été enlevées et le train restait bloqué sur la voie. Il n'y avait pas de téléphone disponible et aucun moyen de contacter qui que ce soit à distance. Le conducteur a couru 2 km jusqu'à la ville la plus proche, Stony Creek, pour donner l'alerte. À ce moment-là, plus d'1h30 s'était écoulée. D'après le chef de train resté avec le train, la police n'est arrivée que 2 heures plus tard pour commencer l'enquête. Le vol avait clairement été minutieusement planifié. Les hommes étaient venus avec des chaînes robustes et des motos tout-terrain qu'ils avaient laissées cachées dans les broussailles pendant le braquage. Ils disposaient aussi d'informations précises sur le train transportant l'argent. Le train 940 n'était pas le seul à circuler sur cette ligne ce jour-là, mais c'était le seul qui avait été arrêté. La police soupçonnait une complicité interne. L'un des principaux suspects était le chef de train. Avant le vol, Clive Abdi avait demandé un congé pour partir en vacances, et la police soupçonnait qu'il prévoyait de le faire avec l'argent volé. Abdi comptait seulement aller à Townsville et rien n'indiquait qu'il avait reçu de l'argent. Il a nié toute implication et aucune preuve ne le liait au crime. L'affaire s'est rapidement enlisée et laisse rester depuis. Il est probable que la seule façon de résoudre ce mystère soit que quelqu'un finisse par avouer. Mais plus le temps passe, plus il est probable que les coupables soient déjà décédés et que le mystère ne soit jamais résolu. À un moment de sa vie, l'acteur Charles Coughlin a rendu visite à une voyante car il voulait savoir s'il réaliserait son rêve de devenir un acteur célèbre.
On lui a dit que cela arriverait, mais qu'il mourrait au sommet de sa carrière et que son âme resterait tourmentée jusqu'à son retour à son lieu de naissance. Charles Coghlan est né sur l'île du Prince-Édouard en 1841. Il faisait partie d'une famille irlandaise qui s'était installée sur l'île et ils avaient du mal à joindre les deux bouts. La communauté a financé son éducation après avoir constaté son intelligence, et son père espérait toujours qu'il devienne avocat. On peut seulement imaginer la colère de son père lorsque Charles Coghlan lui a annoncé qu'il ne poursuivrait pas une carrière en droit et qu'il envisageait de devenir acteur. Retiré du testament de son père, il a été contraint de se débrouiller seul. Charles Coghlan partit en Angleterre, s'installa à Londres et poursuivit son rêve. En 1860, il a été inclus dans la distribution d'une pièce de théâtre et il est vite devenu un acteur bien connu au Prince of Wales Theatre. Sa carrière avait bien commencé, mais il en voulait plus. Il s'est rendu aux États-Unis où il a continué à progresser pour devenir un nom connu de tous. Durant tout ce temps, sa famille sur l'île du Prince-Albert recevait des nouvelles de son succès. Dans la cinquantaine, sa carrière étant solide, il a choisi de tenter quelque chose de différent. Il a créé une troupe de théâtre itinérante et a donné des représentations à travers tout le pays. Ces spectacles ont eu un grand succès, mais les tournées l'ont épuisé, provoquant des problèmes de santé. On lui a diagnostiqué une gastrite, mais il a refusé de laisser cela l'empêcher de jouer, ce qui fut une mauvaise décision. Alors qu'il était sur scène en 1899, il s'est soudainement effondré et n'a pas survécu. Il a été enterré à Galveston, au Texas, car il était trop coûteux de rapatrier ses restes chez lui, ce qui, selon la prédiction de la voyante, signifiait que son esprit ne trouverait pas la paix. Mais rien n'y faisait, et il semblait que Coghlan ne rentrerait jamais chez lui. 1 an après son enterrement, un ouragan a frappé la région, provoquant une inondation du cimetière où il reposait. Son cercueil, ainsi que beaucoup d'autres, a fini par être emporté dans le golfe du Mexique, puis dans l'océan Atlantique. De là, il a dérivé le long de la côte Est en suivant une partie du Gulf Stream. C'est presque incroyable, personne n'est tombé sur cette scène macabre pendant plus de 8 ans. Mais finalement, le cercueil a été retrouvé par un groupe de pêcheurs, de façon assez incroyable, au large de l'île du Prince-Albert. Ils ont reconnu le nom sur le cercueil. Et il a été ramené sur l'île où Coghlan a été enterré près de l'église où il avait été baptisé bébé. Contre toute attente, il était rentré chez lui. Et ceux qui croyaient à la prédiction de la voyante pensaient que son esprit pouvait enfin reposer en paix. Niché dans la prairie entre le mont Rainier et le mont St. Helens, dans l'État de Washington, se trouve un paysage étrange qui ressemble à quelque chose venu d'un autre monde. D'innombrables petites buttes recouvrent la région, donnant l'impression de boutons ou de papier-bulles recouverts d'herbe. Depuis des siècles, elles intriguent les scientifiques et leur origine réelle demeure mystérieuse. Ces formations étranges s'appellent buttes de Mima, nommées d'après la prairie de Washington où elles sont célèbres. Composées de sable, limon et sédiments rocheux, elles mesurent de 60 cm à 2 mètres de haut, avec un diamètre de 2,50 m à 12 mètres. Lorsque les colons occidentaux sont arrivés dans la région au milieu des années 1800, ils ont pensé que les buttes de Mima devaient être des sites funéraires amérindiens. Mais les fouilles archéologiques ont prouvé le contraire. Rien dans les buttes ne suggère qu'elles soient artificielles. Les scientifiques ont cherché une explication plus naturelle. La prairie de Mima était jadis à la lisière d'une calotte glaciaire lors de la dernière ère glaciaire. On a émis l'hypothèse que cette position pourrait avoir un lien avec la création des buttes. Une théorie suggère que les sun cups seraient responsables des amas de sédiments. Elles apparaissent lorsque le soleil perce la glace. L'eau et le vent déposent ensuite des sédiments dans les trous. Après la fonte totale des glaces à la fin de l'ère glaciaire, ces sédiments sont restés. Cependant, la datation au carbone des sédiments indique qu'ils se sont formés après la fin de l'ère glaciaire. L'une des théories les plus étranges, mais aussi les plus populaires, est que les buttes sont l'œuvre de géomys. Ces géomys creusent sous terre et poussent les sédiments extraits vers le haut plutôt que vers le bas. Les géomys auraient pu construire de plus grandes buttes pour éviter les inondations. Beaucoup ont d'abord rejeté cette théorie en raison de la taille des buttes, mais des modélisations informatiques ont montré qu'au fil de centaines d'années et de nombreuses générations, les géomys pouvaient créer des buttes de la taille de celles observées à Mima. Le principal problème avec cette théorie, c'est qu'on ne trouve aucun géomys dans la prairie de Mima. L'article initial qui a avancé cette théorie suggérait qu'une maladie aurait pu décimer la population de géomys avant l'arrivée des humains, ne laissant derrière eux que les structures qu'ils avaient créées. Mais des scientifiques sceptiques
ont affirmé que même si l'on trouvait des géomys à Mima, cela ne voudrait pas forcément dire qu'ils sont responsables des buttes. Une théorie plus récente suggère que la végétation pourrait être responsable des buttes. Deux théories fondées sur la flore existent. L'une indique que les sédiments transportés par le vent ont été piégés par la végétation et se sont accumulés avec le temps. Une autre théorie suggère que les arbres ont empêché l'érosion des sédiments lors des crues, laissant les buttes de Mima comme vestige de l'altération. Plusieurs causes peuvent expliquer les buttes de Mima. On trouve aussi des buttes dans d'autres régions du monde, du nord-ouest du Pacifique à l'Afrique australe. La question de savoir si toutes ces buttes ont été créées par la même force ou si elles ne se ressemblent qu'en apparence nécessite encore des recherches approfondies. Le naufrage du Titanic le 15 avril 1912 a fasciné les historiens depuis lors. Les survivants ont relaté les horreurs vécues cette nuit-là, tandis que les experts ont analysé la catastrophe sous tous ses aspects pour savoir si elle était évitable. On sait désormais que plusieurs facteurs ont causé la disparition du Titanic et que bien plus de vies auraient pu être sauvées. Mais un auteur, un homme nommé Morgan Robertson, semble avoir prédit le naufrage du paquebot des années avant que la catastrophe ne se produise. Il convient de noter que beaucoup de gens croient encore que le Titanic a été présenté comme insubmersible par son capitaine. Mais en réalité, il n'a jamais fait une telle déclaration. Ce sont en fait les médias et supports promotionnels du voyage inaugural du navire qui ont affirmé son insubmersibilité. Les événements de cette nuit sont connus de la plupart d'entre nous, et nous savons qu'une série d'erreurs et de négligences ont mené à la tragédie. L'iceberg heurté a certes causé la catastrophe, mais plusieurs mesures auraient pu éviter la collision si le destin en avait décidé autrement. Les événements décrits dans Le naufrage du Titan ou Futilité, le livre écrit par Morgan Robertson, sont étrangement similaires à ceux qui se sont produits à bord du Titanic, ce qui a amené beaucoup de gens à croire qu'il avait une sorte de prémonition. Il est toutefois plus probable que la corrélation entre son livre et les événements réels ne soit qu'une coïncidence. Dans le livre, le navire s'appelle Titan et il est également présenté comme insubmersible. Il pouvait accueillir jusqu'à 2500 passagers et atteindre une vitesse de 25 nœuds. Le navire a finalement commencé son premier voyage de New York vers l'Angleterre. Pour atteindre sa destination, il devait traverser l'océan Atlantique Nord, tout comme le Titanic le ferait 14 ans plus tard. Dans les deux cas, les navires ont navigué dans cette zone de l'océan à des vitesses dangereuses en évitant les icebergs. Alors que ces coïncidences sont déjà troublantes, d'autres allaient suivre. Le Titan et le Titanic ont tous deux heurté des icebergs sur leur côté tribord et ont disparu sous l'océan glacé seulement quelques heures plus tard. Les deux navires étaient mal préparés, car ils n'avaient pas assez de canaux de sauvetage pour tous les passagers. Dans les deux cas, plus de la moitié des passagers n'ont pas pu être sauvés, la plupart finissant dans l'eau glacée. Après le naufrage du Titanic, les similitudes entre la catastrophe et le livre de Robertson ont provoqué beaucoup d'émoi. Il a affirmé que son histoire était fictive et que les ressemblances étaient fortuites, tout en ayant beaucoup étudié la construction navale lors de l'écriture de son livre. En utilisant ses connaissances et beaucoup d'imagination, il a écrit une histoire qui serait considérée comme presque prophétique 14 ans plus tard. Et même lui ne pouvait pas expliquer les parallèles indéniables entre les deux catastrophes. Les deux navires étaient des paquebots de croisière de luxe. Ils étaient à peu près de la même taille. Ils pouvaient naviguer à peu près à la même vitesse. Les deux ont sombré à environ 400 miles des côtes de Terre-Neuve, et ces tragédies auraient pu être évitées avec les précautions adéquates. Le panneau du serpent à cornes est une œuvre d'art rupestre créée il y a 200 ans par le peuple Sandafrique austral. Entre les représentations de guerriers et de divers animaux identifiables se trouve une créature étrange qui ne ressemble à rien de vivant dans la région. L'animal a intrigué les experts, mais des recherches récentes suggèrent qu'il représenterait une espèce disparue depuis longtemps. La région du Karoo, dans la province de l'État libre d'Afrique du Sud, était autrefois habitée par le peuple San de la culture Khoi. Le peuple San existe encore aujourd'hui, mais la culture Khoi a disparu. Ce peuple n'avait pas de système d'écriture et une grande partie de ce qu'il savait sur le monde ne peut être déterminée qu'à travers l'archéologie. Dans les années 1930, des archéologues travaillant dans les montagnes de Keusberg ont mis au jour des éléments de cette culture. Parmi les artefacts trouvés figuraient des peintures rupestres montrant des guerriers isiZulu combattant le peuple Sotho-Swana. Une collection d'animaux dont une créature non identifiée est visible près de la scène. Cette créature, appelée animal à défense, a un corps courbé.
Les membres avant et arrière sont visibles, ainsi que la queue et une petite tête. 2 défenses courbées vers le bas parent de la tête. L'animal vivant le plus proche auquel il ressemble est un morse, mais ce n'étaient pas des animaux que les San auraient rencontrés. Le panneau du serpent à cornes n'a guère attiré l'attention à l'époque. Et ce n'est qu'en 2024 qu'une nouvelle étude a tenté d'identifier quel était cet animal. Selon les experts, l'œuvre était censée représenter une créature de pluie. Dans la culture Khoi, les San entraient en transe dans le cadre de rituels de pluie. Lors de ces transes, les gens parcouraient un royaume spirituel pour capturer des créatures de pluie et les ramener parmi les vivants. On croyait que l'animal à défense était l'une de ces créatures, mais il était peu probable qu'il s'agisse d'une invention purement issue de l'imagination de l'artiste. Les chercheurs soutenaient que le peuple San ne représentait pas d'êtres imaginaires dans leur art. Certaines créatures combinaient des animaux comme serpents, chiens ou humains dotés de défense. Aucun animal évident ne semblait inspirer la mystérieuse créature à défense. Du moins, il n'y avait aucune créature vivante. Le disonodonte est un animal aujourd'hui disparu qui vivait à la même époque que les dinosaures. C'était un ancêtre des mammifères modernes, mais il ressemblait plus aux reptiles qui dominaient alors la Terre. Il vivait également dans une région qui correspond aujourd'hui à l'Afrique du Sud. De nombreux fossiles ont été découverts dans la région du Karo, y compris des fossiles de disonodontes. Des fossiles de cette créature disparue se trouvaient près du panneau du serpent à cornes. Selon les chercheurs, la créature mystérieuse ressemblait à ce que quelqu'un aurait pu imaginer du disonodonte, en se basant uniquement sur ses restes fossilisés. Les points sur la créature pourraient même faire référence aux bosses trouvées sur la peau momifiée qui a survécu jusqu'à l'époque moderne. Si c'est un disonodonte, c'est la plus ancienne représentation connue de cette créature. Le disonodonte a été décrit pour la première fois par la science en 1845. Les marques distinctives sur les boucliers représentés dans l'art rupestre permettent de dater l'œuvre entre 1821 et 1835, ce qui signifie qu'elle précède assurément la découverte. Malgré les arguments convaincants, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'animal éteint est bien celui qui est représenté. Il n'existe pas d'autres exemples de cette créature à défense dans l'art des San, mais il se peut que d'autres œuvres restent encore à découvrir. Le roi Louis XVI de France a pris ce titre à l'âge de seulement 19 ans après le décès de son père. Lui et Marie-Antoinette se sont mariés alors qu'ils n'avaient que 15 ans, et on peut dire sans trop se tromper que, en raison de certains facteurs dans leur mariage, il est devenu très complexé et sa confiance en lui en a sérieusement souffert. Avançons jusqu'en juillet 1789 et la prise de la Bastille qui a déclenché le début de la Révolution française. 3 mois plus tard, Versailles fut aussi pris d'assaut par une foule en colère, forçant la famille royale à fuir, car il était clair qu'ils ne survivraient probablement qu'en se réfugiant au palais des Tuileries. Ils sont arrivés sains et saufs, mais se sont vite lassés d'être enfermés, disant se sentir comme des prisonniers plus que comme des membres de la royauté. Ils ont décidé de quitter Paris d'une façon ou d'une autre. Alors que presque tout le monde à Paris s'était retourné contre Louis, il croyait que les habitants des zones rurales l'accepteraient comme leur roi, et il décida qu'il devait déménager à Montmédy. Il était certain qu'il serait protégé par des soldats dirigés par des officiers loyalistes, et Axel Fersen, un officier suédois fidèle à Marie-Antoinette, commença à élaborer leur stratégie de fuite, connue sous le nom de fuite à Varennes. Aux alentours de minuit, le 20 juin 1791, ils commencèrent leur voyage. Louis dut porter un manteau et un chapeau habituellement portés par le chevalier de Courny, qui venait voir le couple plusieurs fois par semaine. Leurs enfants étaient tous habillés en filles, et la gouvernante, qui accompagnerait la famille, devait se comporter comme si elle était une aristocrate russe. Marie-Antoinette, quant à elle, devait faire semblant d'être la gouvernante, et on lui avait dit de s'habiller entièrement en noir, tandis que Louis faisait semblant d'être le valet du groupe. Le plan était que le roi et la reine voyageant dans des voitures séparées, tandis que le reste du groupe se déplacerait aussi rapidement que possible dans des calèches légères. Mais Marie-Antoinette refusa et insista pour que tout le groupe voyage ensemble. Une fois qu'ils eurent passé les gardes à la porte de la ville, Fersen les rejoignit dans une lourde voiture tirée par pas moins de 6 chevaux. À ce moment-là, ils avaient déjà du retard pour retrouver les escortes militaires qui étaient censées assurer leur sécurité en chemin, et Louis dit à Fersen de quitter le groupe. Ils changèrent de chevaux pour semer la confusion si on les recherchait, mais la garde nationale connaissait déjà leur fuite. Comme le convoi avait plusieurs heures de retard, les escortes militaires supposèrent que le plan avait été abandonné.
et ils ne remplirent pas leur part du plan. De plus, le groupe avançait beaucoup plus lentement que prévu, et lorsqu'un des harnais de la voiture se brisa, cela provoqua un retard encore plus important. Ensuite, pendant qu'ils changèrent de chevaux, Louis pensa qu'il était judicieux de parler à certains habitants, et il fut reconnu. La nouvelle de leur itinéraire fut envoyée en avance, et lorsqu'ils furent arrêtés, un maître de poste nommé Jean-Baptiste Drouet reconnut à la fois Louis et Marie-Antoinette. Il envoya un message à Varennes, et lorsque le groupe arriva, un vieil homme reconnut le roi et s'inclina instinctivement devant lui, scellant ainsi définitivement le destin du roi et de la reine. Ils furent tous deux arrêtés et jugés pour trahison, après quoi ils furent reconnus coupables, et grâce à cette malheureuse série de coïncidences, ils ne retrouvèrent jamais la liberté. La ceinture de Kuiper est l'un des lieux les plus mystérieux du système solaire. C'est ici que naissent de nombreuses comètes qui foncent vers le Soleil. C'est aussi le foyer de Pluton, Eris et d'autres planètes naines. Les scientifiques en apprennent continuellement davantage sur la ceinture d'objets aux confins de notre système solaire. Mais il reste une question sans réponse. Pourquoi s'arrête-t-elle ? Explorer la ceinture de Kuiper a permis aux scientifiques de mieux comprendre la formation de notre système solaire. L'anneau de corps glacé commence aux environs de l'orbite de Neptune, à 30 unités astronomiques du Soleil. Au début du système solaire, ces boules de glace et de roches se trouvaient beaucoup plus près du centre, tout comme Neptune et les autres planètes géantes. Progressivement, Jupiter et Saturne se sont éloignés du Soleil, ce qui a repoussé Uranus et Neptune encore plus loin. Neptune a finalement trouvé son orbite actuelle, mais le déplacement de la planète a perturbé les orbites des objets de la ceinture de Kuiper. Certains ont été envoyés dans le système solaire interne, devenant des comètes ou s'écrasant sur des planètes. D'autres ont été projetés plus loin, formant un large anneau autour des planètes. La ceinture de Kuiper fait environ 20 unités astronomiques de large, mais au-delà d'une distance de 50 UA du Soleil, peu d'objets ont été découverts. La chute soudaine est surprenante. Selon les scientifiques, ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait et ce n'est pas quelque chose que nous avons observé dans d'autres systèmes solaires. D'habitude, le champ de débris s'étendrait plus loin, mais ce n'est pas le cas pour cette ceinture. Il existe quelques possibilités quant à ce qui aurait pu causer ce que l'on appelle la falaise de Kuiper. La falaise pourrait simplement résulter d'un manque d'observation. Des satellites envoyés dans la ceinture de Kuiper transmettent régulièrement de nouvelles informations vers la Terre. Mais cela reste extrêmement éloigné et couvre une vaste région de l'espace. Peut-être n'avons-nous encore rien trouvé et que d'autres recherches révéleront des objets manquants. Mais il semble plus probable qu'il s'agisse d'une véritable baisse à expliquer. Une explication courante est qu'il n'y avait tout simplement pas assez de matière à cette distance. La ceinture de Kuiper proviendrait de matière résiduelle issue de la formation des planètes. La quantité de matière résiduelle a peut-être simplement été limitée, expliquant ainsi l'amincissement. Cela contredirait ce que nos modèles disent sur l'apparence du système solaire. Mais il se pourrait que notre système solaire soit anormal comparé aux autres. Des théories plus intéressantes suggèrent qu'un autre corps astronomique est responsable. Les scientifiques ont longtemps supposé l'existence d'une planète neuve au-delà de la ceinture de Kuiper. Beaucoup des objets les plus grands de la ceinture de Kuiper ont des orbites très excentriques ou une orbite inclinée par rapport au reste du système solaire. Cela pourrait s'expliquer par un autre objet de masse planétaire en orbite dans les régions sombres et lointaines du système solaire. La taille de cet objet dépendrait précisément de l'endroit où se trouverait son orbite. Il pourrait être aussi petit que Mars, mais il est possible qu'il soit plus grand que la Terre. Un objet de cette taille n'expliquerait pas totalement la chute soudaine. Plusieurs objets de masse planétaire pourraient encore être découverts. Et l'un d'entre eux pourrait être plus comparable aux géantes de glace connues qu'à la Terre. Comme Neptune, qui cause la limite intérieure de la ceinture de Kuiper, cette mystérieuse planète X pourrait être responsable de la limite extérieure. L'attaque de Pearl Harbor, qui a eu lieu le 7 décembre 1941, a été une énorme surprise malgré le fait que les services de renseignement américains s'attendaient à ce qu'une attaque ait probablement lieu à un moment donné. Le problème était que les responsables américains avaient conclu que l'attaque aurait lieu en Asie du Sud-Est. Alors que beaucoup pensaient que l'attaque était survenue sans avertissement, en réalité plusieurs alertes ont été envoyées mais n'ont jamais atteint leur destinataire à cause de coïncidences improbables. Avant l'attaque, le Japon avait déjà une alliance avec l'Allemagne.
Les États-Unis étaient restés neutres pendant la Seconde Guerre mondiale et gardaient des relations diplomatiques avec le Japon. Mais la neutralité des États-Unis a été menacée lorsque l'ambassadeur Max Bishop, qui était d'abord en poste à Osaka puis à Tokyo, a eu vent d'une attaque imminente sur le sol américain, en particulier à Pearl Harbor. À l'insu de Bishop, le plan n'en était encore qu'à ses débuts, et l'attaque ne serait menée que 11 mois plus tard. Mais il a vite compris qu'il devait agir avec les informations recueillies. Il indiquera plus tard avoir reçu ces informations du ministre péruvien, qui avait logiquement préféré taire ses sources. Il a ajouté que le Japon n'attaquerait que s'il décidait d'entrer en guerre contre les États-Unis, et Bishop devait s'assurer que cette information était correcte avant d'agir. Il avait contacté plusieurs journalistes qui couvraient le conflit au Japon, et ils ont pu confirmer qu'un tel plan était effectivement en préparation. Il a transmis l'information à l'ambassadeur Joseph Grew, qui a ensuite télégraphié aux États-Unis dans l'espoir de déjouer l'attaque. Bishop a ensuite reçu l'ordre de retourner à Washington, et sur le chemin, il s'est arrêté à Hawaï, où il a pris contact avec des soldats stationnés à Pearl Harbor. Il a découvert que les vols de reconnaissance avaient lieu le jour, les pilotes ne voyant pas la nuit, et a plaidé pour en augmenter le nombre. Pendant plus de 12 mois, ces appels sont restés lettres mortes, et malheureusement, l'attaque a eu lieu comme il l'avait prédit, avec des conséquences désastreuses. Les États-Unis allaient officiellement entrer en guerre pour encore 4 ans. Mais plusieurs autres facteurs auraient pu empêcher l'attaque, ou au moins en limiter les effets, comme lorsqu'un grand groupe d'avions a été repéré s'approchant du port. Un rapport concernant cette observation a été envoyé à Fort Shafter, mais le lieutenant Kermit Tyler, qui a reçu le rapport, a décidé de l'ignorer, pensant que les avions étaient des bombardiers américains B-17 revenant d'un vol. Le code Purple japonais avait été déchiffré et la guerre avec les États-Unis semblait imminente. Mais les décrypteurs américains n'ont pas su où l'attaque aurait lieu. De plus, un sous-marin japonais a été repéré à environ 4 miles au large du port. Et il a été coulé, mais sa présence n'a pas été considérée comme une menace sérieuse et rien de plus n'a été fait. On estime que si ces avertissements avaient été diffusés et pris au sérieux, il aurait été possible de mieux se préparer à l'attaque et d'éviter que les événements ne se déroulent ainsi ce jour-là. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns, à bientôt pour la prochaine vidéo.